Frère Thomas, architecte chez Joël Paché à Reims. Bonjour, Tony Cazé du Foyer La Loi, responsable recherche et innovation. Bonjour à tous, Geoffrey Keller pour Foyer Media, je suis chargé d'opération en travaux. Bonjour à toutes et à tous, Karim Bourgui, dirigeant et fondateur de la société Vive Cloison dans l'Isère, entre Lyon et Bordeaux. Bonjour à tous, Jacques Pain, entreprise de plâtrerie à Nancy. Luc, je vous laisse garder le micro qui circulera au niveau de l'Assemblée. On a un certain nombre de questions et de partager un petit peu le regard. On a entendu parler effectivement du développement du BIM et depuis un certain temps avec un certain nombre de travaux au niveau national et sur tous les sujets. On a l'impression que le BIM dans la filière du BTP, ça devrait peut-être devenir inévitable. Alors, globalement, est-ce que c'est l'avenir des architectes, le BIM, Thomas Fèvre? Donc, le BIM, effectivement, on entend parler, ça devient pas inévitable, mais bon, ça commence à toquer à la porte, donc il va falloir qu'on soit prêt réellement à un moment donné. Oui, effectivement, c'est l'avenir de l'architecte et de l'architecture. Je ne sais pas trop si c'est vraiment l'avenir en lui-même, mais en tout cas, il va falloir qu'on fasse avec, ça c'est sûr. Ça va se passer dans la douleur pour les architectes, c'est clair, parce qu'on n'est pas moteur de cette transition, de cette modification de travailler. On n'est plutôt pas spectateur non plus, mais on est sujet à. On nous demande de répondre en ligne. Donc on va être de plus en plus amené à s'adapter aux besoins de toutes les maîtrises d'ouvrage qu'on va avoir le moment venu. Par exemple, ici on en a deux, je pense qu'ils n'ont pas tous les deux la même façon de travailler. Et si on a un dossier avec l'un des deux, il faut qu'on travaille d'une manière différente pour les deux, pourtant pour le même type d'opération. Donc je pense que ça va être l'avenir, mais il faut se préparer sur ce sujet-là. On a parlé tout à l'heure de la loi MOP. Le BIM n'est pas inscrit dans la loi MOP. On en a discuté ensemble, je sais que c'est un sujet dont on échange régulièrement. Effectivement, qu'en pensez-vous si effectivement le digital dans le secteur de la construction se développe comme ça, vis-à-vis de la loi MOP, comment un architecte comme vous raisonne et discute avec les projets, la maîtrise d'ouvrage sur ce type de démarche? Alors, concernant la loi MOP et le BIM, je pense que c'est pas la notion de BIM qui doit être encadrée, c'est plutôt tout ce qui tourne autour du BIM qui doit être encadré et maîtrisé par les différents acteurs. Maxime en a parlé tout à l'heure, la charte graphique, la convention, le BIM manager, le référent manager, tout ça c'est ce qui gravite autour. Tout ça doit être intégré et financé forcément par un contrat. J'ai été surpris des 100 000 euros sur 31 millions, tout à l'heure, ça nous fait drôle. Parce que nous, on est plus sur 1%, on va dire, pour qu'on soit rentable quand on le fait en interne. Mais bon, en interne encore, on n'a pas toutes ces qualifications résumées par Maxime tout à l'heure. On est obligé d'en sous-traiter une part, donc c'est majoré en sous-traitance. Je pense que ce genre de choses doit être anticipé, doit être encadré, en amont peut-être par la maîtrise d'ouvrage qui doit anticiper ou nous fournir peut-être le BIM manager qui lui va nous donner les règles et le cadre d'intervention pour réaliser le projet, mais il y a un moment, il y a beaucoup de monde qui va intervenir de nouveau, des nouvelles façons de travailler, et il va forcément falloir les intégrer et puis les financer en termes de temps aussi. Le temps change, cette façon de travailler change la façon d'évoluer les projets. Nous, on a différents projets, vous avez commencé à l'appeler la chance. Nous, on a commencé au concours, on a fait un concours en BIM, quand on a répondu en maquette BIM, enfin pas BIM, mais disons, on avait une maquette numérique à rendre, donc on a rendu une maquette numérique, et on savait que dès l'esquisse, il y aurait une maquette numérique qui serait créée. Donc à partir de ce moment-là, l'esquisse, c'est plus qu'un crayon et un carré blanc pour une fenêtre. C'est vraiment une esquisse qui est poussée, on est quasiment à un niveau pro en termes de définition. On a les isolants qui sont dessinés, on a les autres qui sont dessinés. On n'a plus le temps de concevoir comme on concevait à l'époque, de prendre le temps de la conception d'un bâtiment. Maintenant, on le dessine et on conçoit avec l'espace qui nous reste. On conçoit avec l'espace qui nous reste. Ça devient compliqué, je pense qu'il y a un ajustement qui va être trouvé. Et même au niveau des BET, les BET, on en parlait tout à l'heure,
vient à partir du pro, il est content parce que ça lui a laissé de la place, et que avant le pro, le dossier se cale. Dans tous les sens du terme, il se cale, on évolue, on fait des échanges avec le client, différentes modifications, une modification de programme qui fait qu'on peut bouger des games, des choses comme ça. Le BET technique, à ce moment-là, il se dit, bon, moi ça va, je reviendrai qu'après, que quand ce sera figé. Donc à partir du moment où on n'a plus le temps de faire tous ces calages, forcément les premières étapes, APS, APD, jusqu'au PC, s'inversent en fait. Le DCE, qui était une longue phase, maintenant devient une phase réduite qui limite ses relectures du plan et mise à jour du cartouche, et on en est presque à ça, ici. Mais par contre, sur les phases APS et APD, on devient sur des phases très longues qui sont doublées, voire triplées de temps, en termes de conception, en termes d'échange. Voilà, on sait tous ce que c'est maintenant un retour PC en termes de PMR et handicapés et de mise aux normes pompiers. On a forcément des retours à des choses à mettre à jour. Donc faire ça sur un projet qui est déjà fixé en termes de structure, en termes de fluide, électrique, truc de ventilation, bah, voilà, c'est une étape qui est monstrueuse à gérer, qui doit s'anticiper dans le découpage des rémunérations par phase. Enfin, tout ça, c'est à anticiper dans la norme, je pense. Merci. On voit qu'effectivement, dans votre témoignage, ça suppose bien en amont un niveau de détail beaucoup plus élevé, un temps effectivement de travail nécessaire, mais c'est aussi nécessite aussi autour des architectes que les autres intervenants suivent ce développement. On parlait de monter en compétence sur les différents acteurs. Là, dans les projets le premier projet que vous menez, quel est votre avis sur les autres intervenants, sur l'appropriation du BIM? Est-ce que vous voyez, on parlait des BET, les relations avec les entreprises, comment voyez-vous dans vos échanges, vous en tant qu'architecte, la vision des autres intervenants? Alors disons que nous, le BIM, on l'a pris de plein fouet pendant un concours. Donc on a répondu à un concours, on était dans le BIM, ça y est. Donc on a mis les deux pieds dedans sans trop s'en rendre compte, donc on était parti. Je ne parle pas de ce projet, je parle d'un autre projet qui est beaucoup plus complexe dans le truc, c'est un collège. On a répondu au BIM, mais on a choisi pas le logiciel par défaut, mais on a retenu Revit parce que le département était dit, bon, on part sur Revit, et que le bureau d'études avec lequel on travaillait était Revit. Et il y avait, même actuellement, Maxime nous dira, il y a un pseudo-monopole de Revit qui est mis en place, qui fait qu'on avait peur de ces problèmes de compatibilité, d'export, inter-export. J'ai dit, bon, on part sur Revit, on passe tous pareil, au moins pour notre premier essai, on sera au même niveau et on se dispensera de certains problèmes de communication. Donc sur ce point-là, en termes de communication entre l'architecte et le bureau d'études, ça a bien fonctionné. Seulement, il y a énormément de travail, comme disait Maxime, tout doit être référencé, avec les coordonnées, les éléments, tout doit être classé suivant une charte, tout doit être hyper bien rangé pour un export propre, pour que celui qui le reçoive, le client, ou n'importe qui d'autre, ait un IFC correctement lisible sur un viewer gratuit. Si on exporte ça pas forcément proprement, la visibilité du projet chez celui qui va recevoir l'IFC, ça ne ressemblera à rien. Donc il y a un gros projet, un gros temps de travail, rien qu'en mise en forme du projet avant de le dessiner. Donc en gros, on fait le cadre du projet, le cadre du dossier, le cadre du dessin, le cadre combien d'étages, combien d'éléments à exporter. Et à partir de là, une fois qu'on a passé, je ne sais pas combien de temps ça se passe chez les gens, mais nous on a ramé un moment avant de pouvoir attaquer le tout début du premier coup de crayon, coup de souris, pardon, avant d'avoir un réel projet qui sort sur cette maquette. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prises en amont, qui sont anticipées, et à partir du moment où c'est fait, on doit commencer à communiquer avec les BET et les clients. Concernant les entreprises, sur ce chantier où on est au collège, quand les entreprises vont arriver BIM dans l'appel d'offres, il y en a la moitié qui se dit je ne vais pas répondre parce que ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de me battre avec ça. Et il y a peut-être une autre moitié qui va se dire moi je vais majorer parce que je ne sais pas le faire et je vais prendre de la marge au cas où je fasse péter mon vie et, parce qu'il va falloir que je réponde avec une maquette. Donc à partir de ce moment-là, les entreprises, il y a une sorte de filtre involontaire d'entreprises qui se crée. Donc actuellement j'ai une seule expérience sur ce dossier-là. On a un tout début qui se fait avec le pluriel sur
les logements où la première réunion de lancement de chantier, on a eu des réfractaires sauvages qui nous ont dit moi j'ai un clutch et ça me suffit amplement. Je te remercie de ta maquette, tu peux la garder. Donc à partir de ce moment-là, on sent que c'est pas gagné pour tout le monde. Donc voilà. En conception, à partir du moment où on arrive à bosser et à échanger nos documents, ça se passe pas trop mal. Mais pour tout le monde, c'est nouveau, en tout cas dans la région, et ça reste compliqué de s'y mettre facilement et de retrouver des temps de travail égal à ce qu'on avait avant. Merci. On voit que l'apprentissage n'est pas simple, mais on avance pas sur ce domaine-là. Effectivement, on a parlé, et Maxime en a beaucoup parlé tout à l'heure des logiciels, on a beaucoup parlé de Revit, qui entraîne beaucoup de questions. L'interopérabilité et l'évolution du point IFC également sur les échanges. Nos deux bureaux d'études, là, ou prestataires, peuvent nous donner un peu de raisonnement. Déjà, Maxime, dans un premier temps, sur l'avis concernant le développement ou le déploiement de Revit, est-ce qu'il est réellement massif dans ce que tu peux voir? Quel est ton regard sur effectivement le développement de Revit au sein de cette démarche? Alors, le développement de Revit, oui, il est massif. Après, il est plus pour les bureaux d'études, en tout cas sur nous, les retours des projets qu'on a. On a plus de diversité en termes de logiciels chez les archives. Et on a moins ça, par exemple, je ne crois pas dire de bêtises, mais j'ai quasiment tous les bureaux d'études structures avec lesquels je travaille sur Revit. Donc, effectivement, il y a une grosse avancée de Revit, et surtout pour les deux, soit structure ou fluide. Donc après, dire vers quoi ça va aller, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne risquerai pas à ça. Après, il y a aussi, au-delà de la partie conception, il y a aussi en finalité, c'est la partie exploitation. Et est-ce que ce type de format propriétaire a vocation, en tout cas aujourd'hui ça ne l'a pas encore, mais peut-être que ça l'aura demain, mais n'a pas encore vocation à être un format d'exploitation maintenance, même s'il y a déjà des choses qui sont dans ce sens-là. Après, pour aujourd'hui, non, demain peut-être même sans doute, on verra. Karine, regarde ton expérience, quel est le regard sur déjà l'interopérabilité entre les différents logiciels métiers et puis la notion du développement de Revit à court ou moyen terme? Alors moi je serais tenté de répondre par une question. Les éditeurs de logiciels ont tous le même intérêt à ce que l'IFC fonctionne et que tout soit interopérable. Je pense que ça apporte une partie de la réponse. D'ailleurs, Maxime l'a très bien souligné tout à l'heure, on se rend compte que quand on parle d'IFC, aujourd'hui, pour trouver ne serait-ce que des supports clairs et précis pour paramétrer son logiciel, c'est déjà très compliqué. Tout est très opaque finalement. Et on se rend compte quand même que de plus en plus, sur la plupart des projets sur lesquels on travaille, on nous impose Revit. Déjà, ça limite l'utilisation de l'IFC. Et finalement, quand on est sur des projets en open libre, on se rend compte quand même que souvent la difficulté elle est plus liée à des problèmes de paramétrage, parce que les utilisateurs n'ont pas forcément les supports nécessaires justement pour bien paramétrer leur logiciel. On se rend compte quand on récupère des maquettes qu'on a des objets qui n'ont pas été dans la bonne catégorie, qui ne sont pas paramétrés correctement. Et du coup, ça génère plein de problématiques effectivement pour exploiter ces PLC. C'est toujours le même problème quand on utilise des outils numériques et informatiques, la base de données, l'interopérabilité, la nomenclature. On est toujours sur ces mêmes problématiques de démarche et d'échange de données. Et de ton regard, puisque tu émets un doute, ça veut dire que comment vois-tu, on ne peut pas dire un boule de cristal, mais à court terme le développement de l'IFC, puisqu'on quand même on est dans une version 4 actuellement. Donc il serait une oubliette où il va être quand même un outil où on mise beaucoup pour que les choix des logiciels soient libres, que ce soit du côté de l'entreprise, de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre. Je pense que le monopole aujourd'hui d'Autodesk qui est en train de se mettre en
justement ralentit un petit peu l'avancée de l'IFC. Néanmoins, à terme, si on veut pouvoir exploiter le BIM, Autodesk ne pourra pas être seul sur le marché, et je pense qu'il y aura quand même, on ne peut pas leur opposer qu'ils ont des démarches pour faire avancer le sujet, mais je pense qu'effectivement, on n'est pas forcément toute l'énergie qui devrait être mise, et ça contribue à ralentir. Mais à terme, j'ose espérer, et d'ailleurs on le voit, aujourd'hui il y a quand même des projets qu'on arrive à récupérer en IFC de très bonne qualité. Même s'ils sont peu nombreux, il y en a quand même quelques-uns. On parle effectivement de projets d'état d'avancement. L'État a signé avec un certain nombre de maîtres d'ouvrage une charte qui s'appelle BIM Construction Neuve à l'horizon 2022. Est-ce que du côté de la maîtrise d'ouvrage, pour Tony Cazé et puis Geoffrey Keller, vous pensez que cette démarche-là, on dit souvent les conventions, elles se signent et puis on les entasse et on n'en fait rien. Est-ce que vous pensez du côté de la maîtrise d'ouvrage que c'est un outil qui peut favoriser la généralisation de la démarche de la maquette numérique dans le bâtiment ou non? Alors, la charte BIM 2022, pour être politiquement correct, je pourrais dire que c'est un bon début. Néanmoins, on a une cinquantaine de signataires de cette charte sur toute la France, beaucoup d'organismes, notamment l'Union sociale pour l'habitat, la Fédération des ESH, des sociétés HLM. Cette charte a abouti à plusieurs expérimentations, plusieurs tests, l'atelier ABB, si vous en avez entendu parler, notamment une expérimentation BIM autour de projets réalisés et refaits en BIM pour voir si les résultats sont identiques ou de meilleure qualité. Également, la charte a permis aussi de booster la plateforme Croquis, qui est la plateforme qui est mise à disposition gratuitement par l'État. Néanmoins, je pense que ça reste une réponse qui est relativement faible par rapport à l'enjeu que représente le BIM pour toutes les filières du bâtiment, du HLM. Les enjeux notamment financiers, les enjeux humains sur le recrutement très important qui va nous rester à faire sur les années à venir. Et également et surtout, de mon point de vue de maître d'ouvrage, l'enjeu juridique. Puisqu'on l'a évoqué auparavant, le cadrage juridique du BIM aujourd'hui au niveau de l'État est quasi inexistant. Je voudrais vous compléter. Oui, cadrage inexistant dans le cadre du BIM. Nous, par exemple, sur l'opération qu'on a fait avec Patché, on a dû contractuellement faire signer tous les plans en 2D aux entreprises. Donc l'intérêt de la maquette BIM, il est là, mais voilà, on est quand même contraint d'établir le même nombre de documents et les établir en 2D quand même pour les faire signer contractuellement. Et là, on a gardé le micro. On a beaucoup entendu parler effectivement de vos projets. Chacun d'entre vous, sur la phase où vous en êtes et ce qui a été réalisé, quel est votre premier retour d'expérience en tant que maître d'ouvrage sur les projets que vous menez, et de regarder un peu plus loin, est-ce que au niveau de vos entreprises, de vos structures, vous avez une démarche de numérisation au sein de vos opérations? Alors, la démarche de numérisation du parc, oui, on l'a en vision sur plusieurs années. Nous, on a quand même un parc qui est pas mal renseigné. Donc, qui dit pas mal renseigné, dit qu'on n'a pas tous les éléments, surtout sur les... Nous, Pluriel, on est depuis les années 50 en construction. Donc, on a quasi 30 000 logements. On a des programmes qui sont hyper bien précis sur notre base de données interne en gestion. On sait par exemple dire sur quelle adresse on a des ascenseurs, par contre on ne sait pas dire sur certains programmes si l'ascenseur il dessert le dernier étage. Depuis le logiciel, hein, sur site forcément on sait dire, mais voilà, dans les années 80 quand on a commencé à mettre des ascenseurs, il y avait des machineries embarquées, les machineries elles étaient dans les derniers étages de nos immeubles, le dernier étage n'est pas desservi par l'ascenseur alors que l'avant-dernier l'est. Donc on va pas... Le but du BIM, c'est aussi de reprendre tous ces éléments-là, de les réintégrer dans notre logiciel de GTB pour pas proposer un logement au dernier étage à une personne vieillissante. Donc c'est l'intérêt de la numérisation du parc. Après, nous, dans le projet actuellement, on a fait donc, toute la maquette BIM avec Patché. Comme elle
dit Thomas, les entreprises sont assez, pas réticentes, mais n'envoient pas leur intérêt suivant le corps de métier, sur le corps de métier dans lequel elles font partie. Après, sur la première journée de formation, parce que les premières journées de formation qui a été animée par la FED avec Maxime, où l'ensemble des entreprises est invité, il y a quand même eu des bons retours des entreprises qui sont venues sur site, quoi. Donc oui, il y a plusieurs vitesses, il y a différentes états d'esprit qui sont suivant le corps de métier de l'entreprise, suivant l'existence, suivant l'effectif qu'elle a, suivant... Ouais, tout le monde ne se sent pas concerné, c'est délicat et c'est comme ça. Merci. Tony, basé sur votre première expérience sur votre projet actuellement. Alors, notre projet à Reims, donc dans le cadre du projet Ville Avenir, déjà il faut savoir qu'on l'a intégré en fin de phase esquisse. C'est un projet qui était déjà engagé avec un architecte qui avait un contrat, on va dire classique, hors processus BIM. Donc, on peut dire que l'équipe que l'on avait autour du projet, premier projet BIM pour l'architecte, premier projet BIM pour le maître d'ouvrage, c'était une équipe, on va dire, débutante. Heureusement qu'on avait Tipeee avec nous pour nous accompagner dans tout ça. On a pu donc ensuite retenir un bureau d'études, plusieurs bureaux d'études du coup pour tous les corps d'État, électricité, plomberie, structure, etc. On a veillé à essayer de constituer une équipe face à cette situation de débutant qui se veut très collaborative et avec une capacité d'adaptation assez importante. Plutôt que de retenir des prestataires avec des CV, en tout cas sur le papier BIM exceptionnel, qui se présentent comme étant les champions du monde du BIM et qui auraient pu nous apparaître comme des gens plutôt fermés dans la démarche. Donc c'est parti que l'on a pris sur ce projet-là. On a parlé tout à l'heure de la multiplicité des logiciels qui effectivement est un énorme problème sur notre projet. Heureusement pour nous, on a une temporalité un peu différente du projet de Plurial. Je ne rentrerai pas dans les détails, on a du relogement, de l'archéologie, un changement de PLU qui a un peu plombé notre projet. Donc on a décidé de renverser un peu la vapeur et de faire de ces défauts finalement un avantage pour prendre le temps de bien faire la démarche. Donc on a démarré sur début 2018, fin d'esquisse. Aujourd'hui, plus d'un an après, on est toujours en phase APD. Donc ça nous laisse le temps de vraiment nous mettre au point avec les équipes, de faire beaucoup d'échanges. Il faut savoir également sur ce projet-là qu'on n'a pas de BIM manager. Donc toute la partie analyse de la data, contrôle de la donnée, contrôle qualité de la maquette, finalement est faite en partie par Tipeee et également par moi-même au travers de logiciels gratuits et ouverts. Et c'est là où je rejoins ce qui a pu être dit avant sur Revit. Nous, au niveau des maîtrises d'ouvrage, et c'est ce qu'il en ressort au niveau des échanges qu'on a à l'USH avec d'autres bailleurs, on craint réellement cette forme de monopolisation de la part d'Autodesk. Et il faut savoir que l'USH pousse pour que l'IFC monte en puissance et devienne de plus en plus efficace et qu'il y ait un maximum de logiciels qui l'utilisent. Voilà. Au niveau des ESH, on ne souhaite surtout pas avoir affaire à Autodesk systématiquement sur nos opérations. Et je pense que ça ira dans le bon sens pour tout le monde. Donc toujours sur ce projet, après quelque chose de plutôt positif. Donc le fait d'utiliser des maquettes numériques en 3D, on a pu se rendre compte au niveau des métiers chez les ESH, évidemment il y a beaucoup de techniciens, mais il y a également beaucoup de personnes qui ne sont pas techniques, qui ne savent pas lire les plans. Et d'habitude, en revue de projet, lorsqu'on présente un projet tout neuf, beaucoup de monde ne comprend pas vraiment ce qu'ils peuvent avoir devant les yeux, puisque là, comme on l'a évoqué, on a un projet sur lequel il y a à la fois du collectif, de l'habitat individuel. C'est un projet qui n'est pas simple. Et pour une fois, on a pu constater que les collègues les moins techniques ont
pu tout de suite comprendre le projet et poser énormément de questions là où ce n'était pas le cas d'habitude. Alors le deuxième avantage du coup de ce fait, c'est que ça permet une implication plus importante de la maîtrise d'ouvrage dès le début. Alors, Thomas expliquait à quel point les revirements de situation, de décision de maître d'ouvrage qui changent d'avis en cours de route peuvent être particulièrement, je ne sais pas comment le dire, mais chronophage pour les architectes. Les maîtres d'ouvrage qui se sont essayés au BIM ont vite compris que malheureusement, sur un projet en BIM, on n'avait pas d'autre choix que de s'impliquer beaucoup plus que sur les projets traditionnels, où un projet traditionnel, si à la PD on commence à changer un peu d'avis sur la disposition de l'immeuble et la volumétrie, on sait qu'on a des architectes compétents qui joueront le jeu pour leurs clients et qui arriveront à faire des modifications. Blague à part, en BIM, on comprend tout de suite que clairement c'est pas possible. On le comprend donc au regard du temps que passe l'architecte sur son projet, mais également sur l'impact, sur la traduction financière de tout ça, puisqu'on ne peut pas demander à des architectes de travailler en processus BIM comme ils travailleraient en processus classique. Donc, j'ai parlé du coût, on a parlé également du temps, que nous, on a pu finalement bénéficier d'un gros retard opérationnel pour finalement régler les problèmes de BIM. Voilà. Donc je pourrais difficilement vous en dire plus aujourd'hui sur ce projet, puisqu'on est uniquement en phase de fin d'APD, peu avancé. Notre permis de construire a été déposé en format classique, on n'a pas déposé un permis BIM. Je ne suis pas sûr que la collectivité rennoise est capable aujourd'hui de se les approprier. Que vous dire de plus sur tout ça? De ma propre expérience, du coup, de demi-mission de BIM Manager avec Tipeee, ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on commence à utiliser des logiciels BIM, il faut bien comprendre que vous avez intérêt à les utiliser au moins 1 ou 2 fois par semaine. C'est tellement une manière différente de travailler et de voir les choses, et on a tellement de logiciels différents que si vous ne les utilisez pas régulièrement, vous perdez vite le fil et on peut vite être perdu dans tout ça. À titre personnel, pour notre projet, j'utilise 5 logiciels différents. Donc ces logiciels-là, en fait, sont tous des viewers gratuits. Il y a du Autodesk, il y a plein de choses. Et chaque logiciel a ses propres fonctionnalités intéressantes, mais aujourd'hui, dans les logiciels gratuits, en tout cas, on n'a trouvé aucun logiciel qui intègre toutes les fonctionnalités que nous on recherche en tant que maître d'ouvrage. À chaque fois, un logiciel va bien faire, par exemple, de l'extraction de quantité pour aller faire du quantitatif. Un autre va permettre d'avoir une visualisation assez intéressante des maquettes. Un autre va vous permettre de faire du check de qualité de maquette mieux qu'un autre, etc., etc. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Niveau maître d'ouvrage, en tout cas, puisque nous, on va travailler, en tout cas, au foyer rémois, et je sais que ce n'est pas le cas de tous les maîtres d'ouvrage, il y en a qui pensent que Revit est une bonne solution. À notre niveau, en tout cas, on souhaite continuer avec l'IFC et des logiciels gratuits. Donc c'est un peu tout ce qu'on a pu apprendre à ce stade avec notre projet. Merci. Geoffrey, on parlait tout à l'heure de 3 outils. Maxime en parlait, de la charte, de la convention et des outils qui déterminent les besoins, le cahier des charges de vos opérations. Si demain vous deviez réfléchir à un nouveau projet BIM, vous avez déjà une réflexion sur la détermination de vos besoins et de ces outils de charte et de convention pour vos projets. Oui, alors nous, un bâtiment il est là pour vivre une 50aine d'années. Nous, la construction, c'est 2 ou 3 ans. Donc le but du BIM, c'est surtout de voir sur l'exploitation-maintenance. Et l'exploitation-maintenance, c'est ce qui peut amener à aujourd'hui. Je parlais par exemple de l'ascenseur. L'ascenseur, dans les années 60, on ne pensait pas qu'autant de population aurait besoin d'un ascenseur aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes nos opérations sont faites, on a quasiment un ascenseur. Cet ascenseur-là, il faut qu'on arrive à bien le valoriser, à savoir les jours où il ne fonctionne pas, pourquoi il ne fonctionne pas, quels sont les défauts qu'il a.
Et tout ça peut être intégré dans la maquette BIM si on arrive à y joindre des passerelles GSM. Donc, le but de l'exploitation maintenance, il est essentiel, il est là pour qu'on puisse sortir la maquette BIM dans notre logiciel d'exploitation maintenance. C'est nécessaire pour les surfaces de sol à nettoyer, pour les surfaces à entretenir en espace vert, pour, je sais pas, peut-être que dans 15 ans, un locataire pourra se connecter sur son smartphone et puis dire j'ai un problème sur tel volet, c'est telle dimension de fenêtre, c'est telle lame de volet qui ne fonctionne pas, il pourra faire ça et directement implémenter un mail qui sera directement envoyé à l'entreprise prestataire maintenance. Le but de ces éléments-là, c'est essayer que la charte soit réfléchie sur le long terme, donc sur les 25-30 ans de la construction du bâtiment, depuis la construction du bâtiment. Merci. On voit qu'effectivement, vous avancez dans cette réflexion-là de l'exploitation de la donnée. Thomas, vous voulez compléter Je ne vais pas tellement compléter, je vais plutôt faire une remarque sur ce que vient de dire Geoffrey, c'est que globalement, le besoin de la maîtrise d'ouvrage se passe après le DOE. Et que nous, on fait une révolution dans notre façon de travailler pour une utilisation post-DOE. Il y a un truc qui doit, je sais pas, il y a comme un sentiment d'être juste là en tant que prestataire modélisateur pour avoir à la fin une maquette numérique DOE exploitable pour en tout cas dans le cas de figure, par les bailleurs sociaux. Donc c'est pour ça que la révolution BIM chez les architectes se fait avec difficulté parce que on va dire les vieux, mais les architectes à un certain âge me disent moi je sais concevoir, j'ai besoin de personne pour savoir où passe une gaine et où passe un tuyau électrique. J'ai pas besoin d'une maquette 3D pour m'en rendre compte. Donc effectivement le raisonnement est correct, il n'y a pas de souci avec ça. Et quand on lui dit que oui mais moi ma maquette BIM, quand tu me la donneras, je vais m'en servir pendant 50 ans. Je dis bah oui mais moi pendant 2 ans d'études, elle va m'emmerder, je vais pas pouvoir travailler correctement parce que je vais être lié à une maquette que je n'arrive pas à exploiter et que j'ai pas la liberté de conception que j'avais avant. En gros, c'est ça la réticence que certains ont. Voilà, c'était juste. Oui, c'est ça. Ouais, mais en gros, c'était ça. L'utilisation se fait essentiellement pour la maintenance à long terme. Et le gain en termes de conception et de phase d'étude est en minorité par rapport à vos besoins. Merci. Tout à l'heure, Tony Cazzi a parlé de ABV+, une expérience où on reprend des projets réalisés et qu'on remodélise de manière virtuelle et on refait travailler toute la chaîne de construction autour de ces projets-là. Je crois que Karim, tu as travaillé sur ce type de projet. Est-ce que tu peux nous redonner très rapidement, nous dire pour toute l'Assemblée ce que c'est le PTNB et quelle remarque tu as sur ce type de projet de modélisation dit virtuel? Alors effectivement, nous on est intervenu sur le projet ABV qui était diligenté par PTNB. Donc on est intervenu... Le PTNB, c'est le plan de transition numérique du bâtiment. Merci. Et effectivement, nous, notre mission, on est intervenu sur deux ateliers. La première mission, ça a été, à partir justement d'une maquette ISC, de réaliser la maquette cloison, la maquette exécution, à partir de laquelle on a extrait les plans d'exécution, mais aussi les livrables qui étaient nécessaires à l'entreprise pour qu'elle puisse générer ses commandes. Donc ça a été le premier atelier. Et le second atelier, c'est un petit peu plus spécifique, puisque on était plus sur la coordination entreprise, et notamment les phases problématiques, comme par exemple l'approvisionnement de chantier, où on sait que clairement c'est souvent des phases problématiques en exécution. Et donc là, on a travaillé, on a réalisé on a modélisé nos palettes avec des familles paramétriques, et en fait on a fait des simulations des approvisionnements dans les différents logements, justement pour essayer d'anticiper au maximum les problèmes qui pourraient se voir en phase chantier.
Et donc on a pu de la même façon s'appuyer sur le travail qui avait été fait dans la première tranche pour récupérer les données qui nous ont permis d'établir donc des listes très précises des matériaux nécessaires dans chacun des logements. Et c'est comme ça que donc, on a fait des simulations et des plans pour l'approvisionnement. Alors après, le petit regret, c'est que c'est pas allé au bout du process, parce que l'idée de départ, c'était de pouvoir justement compiler un peu les maquettes des différents intervenants, justement pour, notamment on a voulu le faire avec les électriciens, les carreurs, pour justement voir un petit peu tout ce qui pouvait être amélioré sur cette phase d'approvisionnement. Et du coup, le deuxième atelier était un petit peu plus court en termes de timing, on n'a pas pu aller au bout, mais la démarche était intéressante parce qu'elle a permis quand même de démontrer que pour l'entreprise de Cloison, c'était quand même possible justement de pouvoir simuler ça et l'intérêt est très important pour nous. Et ça revient à dire dans la création de Mille Cloisons, quelle est la genèse de ce projet et quels sont les services ou les solutions apportées à ce jour? Alors, Mille Cloisons, j'ai envie de dire, c'est un peu une belle aventure pour moi, parce qu'il n'y a rien qui me prédestinait à faire du BIM et des logiciels mon métier. Chez moi, je suis un ancien entrepreneur plaquiste pendant une petite vingtaine d'années, et qu'en fait, tout au long de ces années, j'ai toujours été passionné par mon métier, la gestion et les outils numériques. En fait, j'ai développé des outils pour ma propre structure, et puis petit à petit, c'est avéré que ces outils ont commencé à intéresser un petit peu les confrères avec qui on travaillait régulièrement en groupement, quelques architectes aussi qui s'intéressaient notamment à la qualité des plans. Et puis les fabricants. Et c'est comme ça qu'un jour, un fabricant qui avait un gros projet sur Ajaccio nous a demandé si on était en capacité de réaliser la maquette d'exécution de cet important projet. Donc on s'est lancé avec les outils qu'on avait développés, et il s'est avéré que ça a été très bénéfique et pour le fabricant pour pouvoir gérer sa logistique, puisqu'il faut livrer des plaques en Corse, il faut quand même avoir un petit peu de logistique et pouvoir planifier ça correctement. Et pour l'entreprise générale qui réalisait le chantier, il s'est avéré que d'avoir vraiment des plans très précis, des quantités pouvant aller jusqu'à la vis, jusqu'au nombre de vis par zone, c'est avéré que c'était une vraie économie et que c'était un véritable gain. Et c'est comme ça que du coup, on nous a un petit peu poussé. Et puis, on a démarré Mille Cloisons début 2017 pour justement accompagner les entreprises, essentiellement de Cloison dans un premier temps, vers cette transition numérique, vers une approche beaucoup plus digitalisée et notamment les outils. Je crois que vous avez accompagné en tant qu'entreprise, un côté de nous qui va témoigner juste après, mais sur le territoire ici en Grand Est, vous avez mené une première expérience avec l'entreprise Jacquemin sur un projet du côté du secteur de Nancy. Vous pouvez nous en parler et quelle était cette première expérience? Alors, lui nous a sollicité, puisqu'il a voulu un petit peu nos communications dans les différents réseaux sociaux, puisqu'il avait donc un projet, il y a même eu un autre projet en amont de la piscine, il y a eu la tour Marcel Gros, où là on est intervenu pour Luc, parce que justement il avait des problématiques d'approvisionnement, puisqu'il devait livrer un 5e et un 6e étage, et il n'y avait pas de bruit de chantier, donc c'était vraiment une location ponctuelle à des coûts assez élevés. Et donc l'idée c'était vraiment de tout optimiser et tout rationaliser pour que justement son approvisionnement soit vraiment chausse-pied et qu'il n'y ait pas de plaque à redescendre et qu'il n'en manque pas au final. Donc on est intervenu sur ce premier projet et puis donc comme ça s'est bien passé là aussi, il nous a sollicité pour un second projet où là c'est un petit peu plus spécifique puisque c'était la réhabilitation d'une piscine et il avait des pièges à son à modéliser ou du moins pièges à son à poser et son idée était de faire donc une approche avec une maquette numérique pour justement accompagner une bête d'ouvrage, déjà ne serait-ce que dans le choix des coloris, parce que c'était quelque chose d'un petit peu sympa. Donc on a monté une maquette et puis on a participé à une réunion au côté de Luc, avec le maître d'orage, où on a pu faire en live des simulations de tout un tas de coloris jusqu'à ce que le maître d'orage soit satisfait par rendu. Et donc c'était intéressant parce que ça a permis aussi de voir que avec la 3D, on arrive à avoir vraiment une idée hyper précise du rendu final. Ça veut dire que là, actuellement, vous avez jusqu'à un haut niveau de précision. On parlait tout à l'heure de niveau de précision sur les projets. Là, dans l'application métier qui est faite de la solution métier, on va vraiment vers
une data très précise qui s'enrichit au fur et à mesure en fonction de l'objet choisi. Alors, effectivement, il y a deux choses. Il y a le niveau de détail des objets que je qualifierais donc le web, le niveau de détail géométrique, où là, effectivement, de plus en plus, ça évolue vers des lots 400, avec vraiment des niveaux de détail très précis. Mais nous, notre travail, il est, je dirais, un petit peu différent, parce qu'il est avant tout sur la donnée. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, quand on arrive dans les entreprises, bien souvent, il y a peu ou pas de données. Donc, notre leitmotiv, c'est vraiment de les accompagner déjà dans la structuration de ces données, parce qu'on se rend compte qu'en fait, plus on va avoir de la donnée structurée, et plus ça va être possible de faire ce que j'appelle moi des objets intelligents, c'est-à-dire que derrière, on va pouvoir extraire l'information pour pouvoir aller très vite et être très précis sur tout ce qui est livrable, commande matériaux, on peut faire des budgets, des plannings, on peut vraiment un petit peu tout faire à partir du moment où on a justement la donnée à associer à nos objets. Luc, on parle souvent on a beaucoup parlé des entreprises du bâtiment sur le BIM. Comment une entreprise comme la vôtre, PME, se lance dans la démarche numérique qui est sur le BIM en particulier? Excuse-moi, Daniel, je ne peux pas te regarder, je suis un peu comme ça. Pas de souci. Non, en fait, pour aller plus loin, moi j'aime pas le pitch. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. J'aime bien les nouvelles technologies. Donc il était donc une nuit sur LinkedIn, j'ai vu une photo magnifique d'un chantier que Karim a fait, c'est le bâtiment d'Ajaccio, l'hôpital. Donc je me suis dit ça, c'est pour moi. Donc j'aime pas le pitch, j'aime bien la technologie. Je suis tout seul à gérer une entreprise de 15 personnes. Excusez-moi, je suis un peu stressé. Ça va passer. Donc je suis tout seul, donc voilà, donc j'ai pas la commande à passer. Donc j'ai pris conscience qu'il faut organiser ces chantiers, donner la bonne information aux collaborateurs, parce qu'on va parler de collaborateurs tout à l'heure. Nos collaborateurs ont besoin d'informations très précises concernant l'implantation des chantiers d'exploitation. Donc l'outil de Karim est très complet, il y a le quantitatif, le planning, on peut faire énormément de choses avec Revit. Bon, j'ai pas de part j'ai pas d'action chez Revit, mais disons que c'est un outil formidable couplé avec le logiciel de Karim. Donc c'est un outil de communication, de gestion. Si on reprend d'une expérience, on parlait de la tour Marcel Brault tout à l'heure, à Nancy, qu'est-ce que ça vous a apporté cette solution? Qu'est-ce que ça t'a apporté au niveau de l'entreprise pour l'organisation de la tour Marcel Brault? Déjà, pas jouer donc la tour Marcel Brault, c'est un chantier au 5e et 6e étage. Donc c'est une grande tour, c'est assez haut. L'approvisionnement est compliqué. Il n'y a pas d'ascenseur, les fenêtres sont étroites. Et l'escalier de secours au milieu, on peut à peine passer des plaques. Donc j'avais besoin d'un logiciel avec des quantitatifs précis, parce que les plaques, on les a placées à la grue, à la grosse grue. Donc il y avait la grue, une grue automotrice. Donc il y avait 1000 mètres carrés de foison. Donc ça faisait 340 plaques. Une centaine de 200 montants. Donc, pour éviter de jouer des petites fourmis, comme disent les gars, faire des petites fourmis dans tous les étages, on a programmé 3 livraisons. Et on a livré tout le chantier en un seul bloc. Et dans la démarche d'une PME comme la tienne, la généralisation dans tes phases d'études de tes projets, tu généralises l'utilisation de la maquette numérique? Oui, tout à fait. Je généralise. Enfin, à chaque fois que je fais un devis, maintenant je fais une petite maquette. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un document technique que je distribue aux clients quand je fais mon devis et aux collaborateurs. Et donc dedans, il y a toutes les commandes, tous les descriptifs. Donc comme ça, tout est OK. On
parlait de formation, pour arriver à ce niveau, à ce jour de détail et de cette démarche de travail. Quelle formation tu as suivi? Combien de temps ça t'a pris pour arriver déjà à ce niveau-là? La formation, c'est 2 semaines de formation, et comme l'a dit monsieur, c'est tous les jours, il faut pratiquer tous les jours. C'est de la patience, c'est beaucoup de patience. Mais c'est très. Revit est très facile, est quand même très facile. Mais je rappelle que ça n'a pas d'accent sur Revit. Sur la partie formation, pardon, au niveau des équipes, si on fait un tour sur la partie formation, la maîtrise d'ouvrage, quel est votre raisonnement aussi par rapport aux équipes travaux, sur le suivi des opérations? Il y a des réflexions sur la montée en compétence de vos collaboratrices. Alors effectivement, comme je le disais tout à l'heure, quand on parlait de la charte libre, il y a un enjeu assez important sur la formation. Au niveau des bailleurs, l'étude qu'on a pu mener, en tout cas chez nous, fait ressortir que 90% de nos employés sont concernés, on est environ 260. En gros, à part les comptables et puis les RH, et encore les RH sont concernés puisqu'ils vont devoir accompagner le reste de la société à se faire former. Donc, à part les comptables, en fait, tout le monde est réellement concerné par le BIM à moyen et long terme, évidemment. Chez nous, aujourd'hui, donc on a un premier projet en BIM avec Villaville et on en a un deuxième qui va être lancé en Ile-de-France très prochainement. Donc, pour 2 projets BIM et les réflexions, les études qu'on est en train de mener sur notre stratégie de BIMisation et future stratégie de numérisation du patrimoine, nous sommes 5 personnes à être formées, donc à des stades différents. On a 3 collaborateurs qui ont suivi une formation de 2 jours. On a un collaborateur qui a suivi une formation d'1 semaine, de mémoire la formation du moniteur, je crois. Et pour ma part, donc j'ai suivi avec Geoffrey une formation durant 1 an à l'école des ponts et chaussées, un certificat en fait chef de projet. Donc voilà. Et chez Plurial, quel est le raisonnement sur la montée en compétences? Chez Plurial, donc on est comme Tony, on n'a pas le même patrimoine, mais on est sur le même état d'esprit. En fait, c'est vrai, les comptables, les assistantes. Après, nous, le but, c'est que nos locataires, à un moment donné, puissent aussi s'immiscer dans la vision pour la visite de logement, pour gagner du temps, pour ne pas aller sur des visites de logement de travaux neufs, où on sait c'est un chantier, c'est compliqué, les accès ne sont pas toujours là, de visualiser leur appartement, leur futur appartement, avec soit des écrans, soit des casques virtuels, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis, comme j'expliquais, peut-être à terme, capable de faire une réclamation directement depuis un smartphone en visualisant quel est le type de problème dans le logement. Donc oui, la formation, c'est essentiel. Vision d'avenir. Clément, dans la partie formation, dans la formation d'ingénieur, comment on appréhende le BIM? Quels sont les contenus, le temps passé sur le sujet? Alors moi j'ai eu la chance, donc, à partir de mon DUT, d'avoir une formation donc, de 35 heures moins sur le BIM. Donc on était une petite promo qui était déjà en apprentissage pour faire le test. Donc j'ai eu cette chance-là, et maintenant avec mon école d'ingénieur, donc on travaille par projet, et sur une quinzaine de projets, ils en prévoient un sur le BIM. Après, les formations, c'est surtout sur la motivation, parce qu'on peut assister à des formations sans forcément être motivé et puis passer à côté des informations importantes. On l'a bien vu donc l'année dernière avec ma promotion. On est une promotion de 5 ans qui a assisté à des formations, et on doit être une toute petite dizaine à vraiment maîtriser le BIM et à pouvoir exercer du BIM dans nos futures entreprises. Donc c'est un point très important, et où il faut la motivation aussi des différents acteurs. Merci. En formation, Maxime, pour arriver à travailler chez Bibi, qu'est-ce qu'on fait? Alors en formation, moi j'ai fait, après mon école d'archi, j'ai fait un master spécialisé orienté maquette numérique. Donc je me
saisi. Après, en fait, en termes de formation, c'est surtout aussi après la confrontation aux projets qui vont former surtout. Et aujourd'hui, en fait, sur le BIM, les formations qui existent et qui sont intéressantes parce qu'elles donnent les bases de compréhension. Après, ce qui va beaucoup jouer, c'est quand même l'expérience, parce qu'on est sur quelque chose où tout n'est pas en place, et donc l'expérience vient beaucoup de façon empirique, en fait, en étant confronté sur différents projets, à différents problèmes, et en montant en compétences comme ça. Donc là, sur la formation, voilà. Après, aujourd'hui, en France, la formation sur le BIM, il y a une prise de conscience qui est faite dans les formations initiales, ce qui n'était pas du tout le cas il y a encore 5 ans. Sur les formations ingénieurs archi, ça commence à rentrer dans les écoles. Après, c'est intéressant que les étudiants soient confrontés et puissent prendre en main ces logiciels-là. Après, on est sur le BIM, quand même sur beaucoup de questions de process et de travail collaboratif. Et c'est des choses qui sont difficiles à appréhender, je pense, au stade des études. Donc c'est vraiment, en termes de formation, aux professionnels de s'emparer de ça, parce que en fait, on parle de méthode de travail et c'est le milieu professionnel qui peut faire bouger les choses, plus que la formation initiale. Merci pour tous ces témoignages. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Alors la salle, bien sûr, je me dirige vers la salle pour une série de questions et j'en ai aussi quelques-unes à vous poser directement. Je commence par monsieur. Bonjour à tous. Stéphane Collinet du lycée Arago de Reims. On parlait formation à l'instant, donc ça tombe très bien. Je voulais juste intervenir sur le fait que, effectivement, dans l'éducation nationale, depuis pas mal d'années, on va dire depuis 2015, le BIM a été pris en charge, entre guillemets, et que plus régionalement, on a, au niveau du lycée Arago, des formations qui intègrent l'apprentissage des process BIM, l'apprentissage des outils BIM, qu'ils soient Revit, Archicad, essentiellement. Et à ce titre, je suis aujourd'hui avec 4 étudiants d'une formation qui a été initiée il y a 2 ans au lycée Arago, qui est une formation d'initiative locale, BIM, où les stagiaires sont formés sur l'un des 2 grands outils dont on a parlé, Archicad ou Revit. Et en plus de cet apprentissage de base, qui se fait en pseudo-alternance, c'est un stage, mais pas dans un contexte contraint d'apprentissage, ils reçoivent également une formation sur les différents corps de métier, bureaux d'études, des généralités sur la structure, avec un outil associé BIM. Et puis on fait de la pré-synthèse technique, par exemple, on en a parlé, avec des outils, on n'en a pas parlé forcément. Voilà, donc je pense que c'est important de savoir que dans l'éducation nationale, on essaye de former nos élèves autour du BIM, parce qu'effectivement, on va pas avoir le choix. Voilà, merci. Quelques questions. Oui. Catherine Lutte, architecte conseillère en CAUE, de Moselle. Si je résume, donc merci beaucoup pour cet instantané, cette espèce d'arrêt sur l'image, moi qui m'apprend beaucoup. Si je résume un peu caricaturement, donc pendant la réalisation et après la réalisation de l'ouvrage, visiblement l'outil numérique est plutôt un outil, en tout cas c'est quelque chose qui aide, et pendant la conception c'est plutôt un frein, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a un peu le même débat qu'il y a 20 ans ou 30 ans sur l'utilisation des logiciels de DAO pour l'architecte, qui empêche en effet la maturation du projet, d'une esquisse à quelque chose de plus détaillé. Donc moi j'entends que là on est plutôt sur quelque chose qui n'est pas un outil, finalement c'est pas quelque chose qui va aider la conception, très clairement. Alors on peut aussi imaginer que c'est une phase transitoire. Combien de temps, est-ce que vous avez une idée Parce que c'est quand même grave ce qui a été dit. Je veux dire qu'à un moment, l'outil finalement empêche d'adapter le projet à tout ce que le maître d'ouvrage peut apporter pendant la conception. Parce que j'imagine que quand tu parles de liberté de conception, c'est pas juste pour le plaisir de l'archi, c'est aussi la façon d'adapter le projet aux différentes contraintes, essayer de faire en sorte que le compromis soit de plus en plus juste. Et si un outil vient empêcher ça, c'est un petit peu grave. Donc est-ce que
on va réussir à dépasser cette contrainte? Disons que ça ne nous empêche pas de, comme on a dit tout à l'heure, effectivement, c'est en grossissant un peu le trait, le cap est comme passer de la planche à dessin à l'ordinateur il y a un certain nombre d'années. Pour certains, la marche est là. C'est vraiment une réelle marche qu'il va falloir qu'on franchisse tous ensemble, mais disons que c'est pas insurmontable. Ça va être très long parce qu'on ne peut pas former toute l'agence. Chez nous, on est une dizaine d'archis, on ne peut pas former 10 archis pour 2 projets. Tant qu'on n'a pas un parc de projets et un roulement de projets, on ne peut pas former des gens, on ne peut pas les nourrir en projet. Et enfin, disons que le point de départ de ça sera la maîtrise d'ouvrage. Tant que la maîtrise d'ouvrage ne lancera pas une masse conséquente de projets en BIM, les architectes ne suivront pas. Jamais un archi dira tiens, ce serait super complet du BIM, comme ça, on ne s'est pas demandé. Ça n'arrivera jamais. Parce qu'on ne va pas. Ceux qui ont plus de recul. Oui, ceux qui ont plus de recul, ceux qui sont déjà formés, ceux qui. Peut-être. Nous, on est 2 à y être. On a 2 projets, dont un qui est déjà en phase chantier, donc j'occupe le DE, la mettre à jour, des choses comme ça. Donc, mais les archis ont du mal en tout cas, dans ceux que je connais et que je côtoie, ont du mal à se dire allez, je vais faire du BIM comme ça pour m'y mettre. Mais pour l'instant, effectivement, je suis d'accord. Tant qu'on n'a pas un roulement de projet qui nous poussera à tous se former et à tous basculer, ça risque d'être long pour un certain temps. Merci. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Donc je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les maîtres d'ouvrage doivent pousser la démarche et ça ne pourra certainement pas se faire autrement. Par contre, on a nous au foyer de la mode des fois des maquettes numériques qui tombent du ciel. Donc typiquement, là on a une réhabilitation de 120 logements, l'ARIAD se termine et on reçoit un mail de l'archi qui nous dit « Ah, en fait, je ne vous avais pas dit, mais j'utiliserai vite. » Et en 5 minutes, j'ai réussi à sortir une maquette numérique. Alors, elle sera totalement inexploitable pour nous avec nos logiciels de gestion. Néanmoins, on nous l'a envoyée et graphiquement, elle est très propre, elle tient la route, il n'y a plus qu'à mettre de la donnée dedans. Donc, après, voilà, effectivement. Mais au travers de la formation qu'on a pu faire avec Geoffrey à l'école des Ponts, on a rencontré un cabinet d'archi qui est dans le BIM depuis 10 ans. Évidemment, il y a 10 ans, il tenait certainement un discours plutôt négatif sur le sujet avec des équipes difficiles à former. Par contre, je ne vais pas vous réexpliquer la demi-heure de discussion qu'on a eue avec eux, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'au bout de globalement 5-6 ans, avec divers stades de formation des équipes, ce qu'il en sort, c'est qu'un discours, hein, je ne peux pas vous le confirmer, mais il nous indique que pour eux, il y a un vrai gain sur la productivité, sur l'efficacité des équipes. Et par contre, ce qui en sort, c'est que c'est une vraie volonté, alors que ce soit pour les archis, les entreprises, ou n'importe qui, même chez les maîtres d'ouvrage, même encore plus. Il faut bien voir le BIM, le déclencheur du sujet, c'est la volonté de la direction. Il faut vraiment avoir une forte volonté de la direction sur le BIM. Sans ça, ça ne peut pas marcher. C'est impossible. Il faut aussi beaucoup d'implication de la maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui est environnemental. Moi j'avais une question, en fait, c'est une réponse à la question derrière sur si on va y arriver vite. Alors il y avait Madame Roland du CSTB, le 12 avril 2016, qui disait que si les entreprises de conseil, les architectes, les bureaux d'études ne vont pas vers le BIM, ces sociétés n'existeront plus dans 10 à 15 ans. Voilà, comme ça c'est dit. C'est un peu anxiogène quand même, hein. Puis c'est les professions autoréalisatrices, allez-y parce que c'est le futur. Pourquoi il faut y aller? Parce que c'est le futur, parce qu'il faut y aller. Mais bon, soit on voit bien qu'on fait une meilleure architecture avec le BIM, enfin, peut-être. On voit bien qu'on construit mieux avec le BIM, on construit en tout cas moins cher, et avec moins de normes, enfin, contrer les normes, on ajoute de la norme. Mais bon, ça, c'est ce qu'on appelle le progrès. Ceci dit, le ministère du Logement, en 2015, disait qu'il y avait la nécessité d'embarquer tous les acteurs du bâtiment dans le numérique, et notamment les entreprises artisanales du secteur. Alors les entreprises artisanales, c'est les TPE, très petites entreprises, c'est moins de 10 salariés, donc moins de 15. Est-ce que ces 98% des entreprises du bâtiment sont prêtes et
est-ce que ça ne va pas créer une espèce de fracture, voilà, on parle de fracture territoriale, on parle de fracture. Est-ce qu'il y aura une fracture numérique? Comment y remédier en tout cas? Et est-ce qu'on peut faire la réno à 1 euro avec du BIM? Une question avec la qualité qu'on connaît. Et je voulais dire aussi une autre question, alors on se fait beaucoup de questions. On sait bien que le numérique, depuis 30 ans que ça existe, c'est quand même fondé sur l'obsolescence programmée, c'est-à-dire il y a des formats qu'on n'arrive même plus à lire, il y a des machines qui n'arrivent même plus à lire les projets qu'on a fait il y a 10 ans, parce qu'on a changé de logiciel, parce qu'on a changé de système, et là on est passé de Mac à PC. Alors moi je n'ai pas de bol parce que j'utilise Vectorworks, alors déjà, en plus, si je me mets au BIM, je ai très envie bien entendu, parce que je ne veux pas mourir d'ici 9 ans bientôt, et même moins, d'ici 7 ans, comment peut-on garantir, c'est le problème qu'on a aussi pour les enfoncements par exemple, comment peut-on garantir cette lisibilité des informations qu'on a aujourd'hui dans 30, 40, 50 ans? Je peux commencer. Et après, je voudrais aussi Karine qui pourra réagir entre un double regard entreprise, bâtiment et puis qu'il a été et maintenant bureau d'études. Donc l'avis d'un maître d'ouvrage sur deux, Geoffrey, tu pourrais nous dire ce que tu en penses. Donc avis que je partage avec beaucoup de bailleurs au sein de l'USH. Si on veut éviter le phénomène d'accapare, que des bits s'accaparent Autodesk ou n'importe quel dans le futur autre éditeur, il faut absolument pousser le format IFC, il faut que l'État impose le format IFC, il faut que l'État normalise le sujet et fasse ce qu'il faut. Et tant que ça, ce ne sera pas fait, on est beaucoup à penser qu'on n'y arrivera pas et que la situation, généraliser le BIM sans que l'État mette les pieds dans le plat en termes juridiques et normatifs, ça ne fonctionnera pas. Donc, autre avis, donc on parle du format généralisé IFC. L'autre format généralisé qu'on connaît tous, c'est PDF. Et PDF, nous, on avait numérisé tous nos logements qu'on avait, donc les plans de vente en A4 sur notre logiciel de GTB interne. Sauf que ça va être en 98, il y a une mise à jour, 98-2004, je sais plus, il y a une mise à jour de PDF, ce qui fait que tous les PDF qu'on avait des bâtiments depuis pas mal d'années, on a dû ressortir tous les plans papier et renumériser, parce que du coup tout n'était pas numérisé sous format PDF, l'exploitation qu'on a aujourd'hui. Gardez bien le plan papier. Voilà, ce qu'on peut dire sur le numérique. Alors, rapidement sur les TPE, aujourd'hui, on se rend compte que quand on parle de BIM aux entreprises, elles sont un petit peu réfractaires, clairement, parce que je pense surtout qu'elles n'ont pas encore perçu vraiment les bénéfices qu'on peut en tirer. Et quand je parle de bénéfices, je ne parle pas forcément du processus BIM par lui-même, je parle plutôt de la puissance des outils aujourd'hui qui permettent de faire du BIM. Et moi, je fais référence un peu à Revit, qui, malgré sa position de monopole, on est quand même obligé de reconnaître que c'est un magnifique outil et que si on sait associer de la donnée bien structurée à un outil aussi puissant, eh ben on va pouvoir créer un outil métier en fait, et c'est cet outil métier qui va servir à l'entreprise au quotidien et qui lui permettra donc de faire du BIM quand ça sera nécessaire, mais avant tout, quand on a cette approche en leur expliquant que l'outil va leur servir à gagner des ronds tous les jours, ça passe beaucoup mieux. Et aujourd'hui, nous, on a une trentaine d'entreprises en France qu'on a équipées avec nos logiciels et qui sont capables aujourd'hui de faire n'importe quel projet en ligne. Le temps tourne. Dernière question. Et des réponses et des questions très rapides, s'il vous plaît. Moi, c'est surtout des remarques. En fait, on parle de l'IFC, mais l'IFC, il pourrait porter ici déjà porter le permis numérique. Ce serait une réalité qui permettrait déjà d'avancer des choses. Deuxièmement, on parle de BIM, et puis on confond avec la maquette numérique, c'est quand même deux choses complètement différentes. Et là, ça vient d'être appris, c'est-à-dire que la maquette sans les données, ce n'est rien qu'une maquette numérique. Et le problème des architectes, eh ben, il est justement là. C'est-à-dire qu'à un moment, on travaille avec des définitions qui sont très génériques, et après, on va au plus précis, alors qu'on nous propose un BIM produit
BIM fabricant qui nous impose de choisir des produits en amont. Ça ne correspond pas du tout à notre démarche. Merci pour cette remarque. Dernière. C'est une double question. La première concerne le langage qui est utilisé. Est-ce qu'il y a, à votre connaissance, du développement collaboratif open source pour avancer vers des procédures communes, librement choisies et qui développent les logiciels qui vont bien? On a bien vu que dans l'informatique en général, le travail open source a permis de faire avancer à la fois les logiciels marchands et les logiciels de service. Il n'y a peut-être que comme ça qu'on ne se bloquera pas sur un langage particulier, IFC, qui est utile certainement pour l'instant, et qui peut être un langage transitoire vers quelque chose qui s'étudie de façon collaborative. On voit que le nombre d'acteurs concernés par BIM est quand même vaste, et qu'en fait, c'est tout ce monde-là qui aurait intérêt à travailler de façon collaborative pour faire avancer le sujet. Et la deuxième question, c'est, depuis le début de cet après-midi, on prend la mesure à la fois, je ne sais pas comment dire, des coûts induits par ce changement, qui est un changement lourd, et les bénéfices, soit qu'on en attend, soit qui sont concrètement présents. Et ces coûts et ces bénéfices, ils ne sont pas relatifs seulement au moment où l'on construit. Puisque sur les bénéfices attendus, par exemple, par les bailleurs, il y a un bénéfice sur la maintenance dans le temps des bâtiments produits sur un temps long, 40 à 50 ans. Et comment mesure-t-on ces bénéfices et ces coûts, comment les évalue-t-on de telle manière qu'ils puissent être logiquement partagés? J'ai le sentiment que l'acte de l'architecte, par exemple, c'est un acte fondamental dans la part de la construction, du moment de construire, mais qu'il a une incidence aussi sur la suite. De telle manière qu'à qui on impute, par exemple, la charge du BIM manager, à qui ça s'impute réellement et à quel moment? Moi, je pense qu'il y a là toute une stratégie qu'il va bien falloir reprendre pour que chacun soit dans le partage et des coûts et des bénéfices, avec l'idée que les bénéfices devraient l'emporter sur les coûts. Sinon, ça veut dire encore que la charge de la construction va s'appesantir. Très rapidement, votre main. Juste sur la... Je le jure, je n'ai pas touché. C'est l'heure, non, c'est juste sur la deuxième partie de la deuxième question. Effectivement, la charge du BIM manager, je pense que c'est quelque chose qui doit être, à mon sens, par rapport à la réflexion que j'ai pu avoir en interne avec 2-3 collègues sur le sujet, c'est qu'en se rendant compte que la maquette numérique et ses bases de données sont essentiellement tournées vers un but précis du maître d'ouvrage, il nous faudrait un BIM manager limite intégré à l'équipe en interne chez eux qui connaît exactement les attentes, les besoins, les nécessités et comment gérer et mettre en place une maquette qui fonctionnera très bien chez eux. Voilà. Je pense que, après, ça marche pour tout le monde, pour un collège, pour chaque maître d'ouvrage doit avoir, j'imagine, un BIM manager dédié qui connaît tout et qui met en place la maquette et les règles de l'IFC à donner à la fin. J'imagine. Merci Thomas. Je vous propose de nous arrêter là. Je tiens à remercier, je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est un exercice pas facile. Ils ont été questionnés sur des éléments qui sont à une vision très lointaine pour des gens dans une démarche expérimentale. Sachez simplement qu'on a quand même une structure au niveau national avec le PTLB qui travaille autour de 2 structures que sont Média Construct et ADN Construction pour effectivement structurer ces données-là dont on a posé des questions avec la sécurisation des données à long terme pour une réelle exploitation, une démarche collaborative, une adaptation de la loi MOP et des outils qui
qui sont liées avec. La démarche de certification ou non projet ou acteur sont des sujets qui sont abordés, qui doivent déterminer à moyen terme une structuration du marché et cette démarche collaborative. On a beaucoup parlé de logiciels, mais j'ai bien aimé effectivement la remarque de Luc, c'est de dire que voilà, on n'oublie pas les femmes et les hommes dans ces projets-là et la démarche collaborative et du lien effectivement que tout le monde en retient. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Nous invitons, ou je laisse Frédéric, pardon, je me substitue au président.